Il faut sortir ces démons, mais une fois pour toutes, de la division. Parce que ce sont à cause justement de ces tensions interethniques, intercommunautés, qui font que le Rwanda a trouvé prétexte pour demeurer au Congo, déstabiliser la République démocratique du Congo et continuer le pillage de nos ressources. Parce qu'en fait, c'est ça la visée. Le Rwanda aujourd'hui s'est construit grâce aux ressources. N'ayons pas honte de le dire, c'est une vérité. C'est grâce aux ressources volées à la République démocratique du Congo. Ils n'ont aucune industrie, demandez-leur. D'ailleurs, j'ai vu une fois, on posait la question au président Kagame, il a été incapable, il parlait d'une société de montage de tablettes, de choses. Enfin, c'est pas avec ça que vous développez un pays. Donc, vous comprenez que c'est le fruit du pillage de nos ressources, tant minérales que agricoles. Et raison de plus encore pour vilipender, condamner cette attitude de l'Union européenne qui ose signer un MOU avec un receleur. Parce que c'est des produits volés à la République démocratique du Congo qu'il va vendre à l'Union européenne. Je me demande comment ils vont faire ça. On en parlera peut-être plus tard. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je tiens vraiment à rassurer nos compatriotes. Nous ne les avons pas oubliés. Un jour, je leur fais cette promesse, ils vont rentrer chez eux, mais alors là, pour une paix durable et définitive. Parce que c'est ce Congo-là que je veux, ce Congo qui va se tourner vers son développement. Et nous l'aurons, ce Congo. Vous pouvez me faire confiance. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. On va enchaîner avec Madame Pamela Mounazo. Je reviendrai à vous, Madame Élisée Odia, pour votre question. Après, on prendra celle que j'avais vue de Monsieur Willy Kalengai. Allez-y, Madame Pamela. Une petite précision tout à l'heure, lorsque le Président parlait des Hutus, des Wazalendo, il ne faut pas le sortir du contexte, parce que je vois quelques réactions. Il disait plutôt que le Rwanda a des faux Wazalendo qu'il utilise et il recycle les FDLR qui étaient déjà ici renvoyés chez eux. Oui, j'ai dit, il a ces Wazalendo. Ces Wazalendo. Voilà, donc c'est-à-dire, pour semer la confusion, il en a pris, il fabriquait, il les fait passer pour des Wazalendo, alors que ce sont des traîtres à la nation. Ils se déguisent en Wazalendo, alors que les Wazalendo sont de braves patriotes, guerriers redoutables, que la nation ne doit jamais oublier, parce que ces gens ont pris les armes de leur propre chef pour combattre l'envahisseur. Donc, les Wazalendo sont des gens à honorer, à gratifier. Malheureusement, comme dans toute organisation, il y a toujours des esprits faibles qu'on prend, qu'on manipule, pour faire croire évidemment que l'état d'esprit des Wazalendo, c'est de massacrer les autres communautés. Ce n'est pas vrai. Ils veulent protéger leur pays et ils ont raison. Ils ont toute ma sympathie et tout. Et d'ailleurs, vous avez créé la réserve d'armée de la défense pour encadrer toutes ces forces. Madame Pamela Mounazo, allez-y avec votre question. Bonsoir, Monsieur le Président. Alors, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'était réuni mardi dernier. C'était sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Concrètement, Monsieur le Président, par rapport, on va dire, aux décisions prises autour de cette rencontre, est-ce que vous êtes satisfait de cela ou plutôt inquiet? Et la deuxième chose, c'est de plus en plus, il y a des pressions qui sont exercées sur le Rwanda par la communauté internationale. Est-ce que vous pensez que ça va apporter des fruits? Moi, je crois, et j'ai toujours dit d'ailleurs au secrétaire général des Nations Unies, à tous mes interlocuteurs, surtout ceux dont les pays sont membres du Conseil de sécurité, que notre satisfaction, nous l'aurons que lorsqu'il y aura des sanctions, que le Conseil de sécurité des Nations Unies décidera de prendre des sanctions contre le Rwanda. Parce que pour la même chose qu'a fait la Russie, il y a eu une pluie de sanctions. Pourquoi est-ce que dans le cas qui est similaire à celui de la Russie et de l'Ukraine, pourquoi est-ce que dans notre cas, il n'y a aucune sanction? Donc, tant qu'il n'y aura pas cela, tout ce qu'il y aura comme résolution, pour moi, sera, on va dire, peut mieux faire comme mention. Sur les pressions exercées sur le Rwanda? Les pressions doivent continuer, c'est très bien, mais les pressions, lorsque elles ne sont pas entraînées de contraintes, ça risque de finir par lasser la personne ou
l'institution qui est pressée et finalement, ça risque de ne pas donner de résultat. Donc je crois que pression, oui. On a vu d'ailleurs qu'ils ont été assez affolés, ils ont eu des réactions un peu à l'emporte-pièce, mais ça ne suffit pas. C'est un bon début, on va dire, mais comme je disais tout à l'heure, s'il faut donner une mention, on va dire peut mieux faire. Et nous ne demandons que ça de la part de la communauté internationale, de faire davantage. Et ce serait justice pour les millions d'âmes congolais perdus. On va prendre la question de M. Willy Kalengai. Je vais demander à Mme Élisée Desprez d'avancer, comme ça elle posera la prochaine question avant qu'on ne continue avec les questions récoltées de ce côté. Monsieur Kalengai. Monsieur le Président, le pays, notre pays, la RDC n'est pas le seul pays au monde qui a des ressources naturelles. Il y a beaucoup de pays qui ont des ressources, mais malheureusement, chez nous, l'exploitation des ressources provoque la mort et la désolation. Nous en sommes à autour de 12 millions, c'est énorme. Vous venez de dire tout à l'heure que le Rwanda sert de receleur, et le président Kagame récemment a dit que, évidemment, le produit passe par le Rwanda et vont ailleurs. Voilà. Où est-ce que ces produits vont? Et c'est là ma question. Au début, on pouvait se dire que derrière le Rwanda, il y avait des multinationales, il y avait des groupes mafieux, il y avait toute la pègre mondiale qui s'accaparait de nos richesses. Mais quand nous avons suivi les MOU signés entre l'Union européenne et le Rwanda, nous nous sommes demandé si effectivement, derrière le Rwanda, il n'y avait pas des États, des vrais États, et qui nous envoyaient ainsi un message. Très bien. Alors, la question est celle-ci. C'est vrai, vous venez de dire que vous pouvez négocier avec le Rwanda, mais au-delà du Rwanda, avons-nous identifié les forces politiques, les États, notamment l'Union européenne, avons-nous identifié les vrais négociateurs? Parce que c'est avec eux qu'il faut négocier. Pourquoi l'exploitation de nos ressources doit donner la mort aux Congolais? Alors, la négociation pourrait être celle-là, la tripartite notamment. Comment exploiter les ressources naturelles du Congo en faisant prospérer le pays et en ayant la paix? Et ça, ce n'est pas avec les Rwandais qu'on peut négocier. À vous, les chefs de l'État, je demande, est-ce que vous avez envisagé de négocier avec les autres? Parce que les autres, quand nous suivons ce qu'ils disent, ils disent que le Congo n'a pas voulu respecter l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est comme ça qu'on lui a remis les M23. Bon, je ne sais pas où est-ce que vous allez tirer ces informations-là, de qui vous allez les tirer. Mais je voudrais vous dire à propos de l'accord cadre, s'il y a vraiment un pays qui respecte les termes de l'accord cadre, c'est bien la République démocratique du Congo, car nous avons même désigné un coordonnateur comment on appelle ça là, le coordonnateur de suivi. De suivi, voilà, merci. Merci, le coordonnateur de suivi de l'accord cadre. Et nous sommes le seul pays, parmi tous les signataires, à avoir un coordonnateur. Donc quand on vient, par exemple, l'envoyé spécial du secrétaire des Nations Unies dans les Grands Lacs vient à Kinshasa, il voit ce coordonnateur, parce que c'est lui qui est chargé au niveau des Nations Unies de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas respecté? Je ne crois pas. Non, je ne pense pas. Je crois d'abord qu'il y a peut-être une responsabilité de la République démocratique du Congo. Je le disais tout à l'heure à votre consoeur. Nous devons nous montrer dissuasifs vis-à-vis des agresseurs. Parce que c'est vrai, il n'y a pas que la République démocratique du Congo ou son sous-sol qui regorge d'autant de richesses, mais est-ce qu'ailleurs, il y a autant de perméabilité dans le système de défense de ces pays-là? Non. Est-ce qu'ailleurs, il y a autant de complicité interne? Parce que nos compatriotes aussi ont pris goût à ce trafic. Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a autant de lois qui protègent les ressources naturelles de ces pays? Suffisamment de lois en tout cas pour ne pas permettre le trafic, etc. Donc nous devons faire aussi cet effort de réflexion sur nous-mêmes, mais en même temps, le travail que nous avons déjà commencé,
et qui consiste à demander à tous ces pays et les multinationales auxquelles vous faites allusion, parce que moi je pense plutôt que ce sont des multinationales et non des États qui sont derrière ça. Nous ne savons pas les identifier, mais à travers les pays que nous contactons, parce que nous savons plus ou moins où logent ces multinationales, nous essayons de faire passer le message pour dire « venez discuter avec le propriétaire et non pas avec le voleur, le receleur ». Parce que d'ailleurs, c'est condamnable. Hein, et d'ailleurs, vous le lui avez quand dit vous achetez, à Addis Abeba. je lui ai dit, ça c'est un receleur. Quand vous achetez le produit du recel, vous êtes vous-même coupable de vol. Vous êtes assimilé au voleur. Donc, l'Union européenne, j'espère qu'elle ne va pas jouer ce jeu-là. Et l'Union européenne, ce sont des hauts fonctionnaires. Les États, et je peux vous rassurer, j'ai reçu déjà de la part de certains ambassadeurs de l'Union européenne ici des messages rassurants pour dire « nous avons tenté de tout faire pour empêcher cette signature et nos pays ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé ». Et quant à nous, République démocratique du Congo, nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons user de toutes les voies diplomatiques et y compris judiciaires pour empêcher, faire annuler ce MOU qui a été signé. C'est peut-être un MOU, me dira-t-on, mais c'est déjà un très mauvais début qui indique que l'Union européenne est très mal engagée parce que c'est comme si elle nous faisait la guerre par procuration. Et ce genre d'encouragement, moi j'appelle ça encouragement donné aux voleurs, c'est un encouragement qui est très dangereux pour la paix dans la région. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Merci. Merci, merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. On va prendre la question d'Élysée Odia. Et d'ailleurs, sur ces points précisément, le ministre des Affaires étrangères, sous votre instruction, a réagi fermement contre cette attitude ambiguë de l'Union européenne. Madame Élysée Odia, allez-y pour votre question. Bonjour, Monsieur le Président. Madame. Merci à l'Excellence honorable Patrick Mouyaya pour la parole accordée. Monsieur le Président, je reviens sur les propos tenus en marge du sommet d'Addis Abeba. Et là, je veux revenir sur un propos relayé notamment par le tweet du ministre Mouyaya, où vous avez dit « Je veux la paix, mais pas à n'importe quel prix ». Pas au prix de l'humiliation. Ce que j'ai vu, c'était pas à n'importe quel prix. Alors, c'était ma question, c'est de savoir, estimez-vous que la paix a un prix? Et si oui, vous l'estimez à combien ce prix par rapport à la paix? Et enfin, peut-être par rapport à l'actualité également, vous êtes en face, comme je l'ai dit tout au début, d'un honorable Excellence doublement élu. Ça ne vous dérange pas d'avoir violé la Constitution? Je savais que cette question reviendrait, mais bon, le Président aura l'occasion d'y répondre. Merci, Madame, j'y répondrai. J'avais parlé de la paix, pas au prix de l'humiliation. Vous savez, à n'importe quel prix, au prix de l'humiliation, c'est pareil. N'importe quel prix, c'est ça, l'humiliation. Donc, je veux la paix, une paix véritable et une paix durable. Comme je l'ai dit, je ne veux pas de paix factice dans laquelle on humilie la République démocratique du Congo, comme on l'avait humilié en 2013, avec ces mêmes pantins du M23, qui ont fait concéder à la République des choses mais scandaleuses. Je ne sais pas si vous avez vu cet accord, signé en 2013 à Kampala, je pense, avec le M23. C'est ça l'humiliation à laquelle je faisais allusion. Et je viens de dire ici que le M23, c'était une coquille vide. On a pris quelques aventuriers congolais qu'on a mis devant, on leur fait parler lingala ou des choses comme ça, on leur attribue des noms congolais pour dire, voilà, vous voyez, ce sont vos propres compatriotes. Mais ceux qui se battent derrière eux, ce sont les Rwandais des RDF. Voilà pourquoi ils refusent d'aller en cantonnement. Parce que quand ils iront en cantonnement, ils ont bloqué l'accès au camp de Rumangabo, alors que la République démocratique du Congo s'était acquittée de sa charge dans le plan de paix, d'équiper, de préparer les choses pour que les compatriotes, soi-disant compatriotes qui sont en train de se révolter, viennent et aillent dans le programme PDDRCS. Ils ne sont jamais venus, ils ont même bloqué l'accès, et le ministre, le VPM Jean-Pierre Bemba, l'avait suffisamment dénoncé dans tous les forats auxquels il a participé, toutes ces conférences régionales. Bon,
Donc c'est vous dire que de ce côté-là, c'est plus que certain que nous voulons la paix véritable, une paix vraie et durable, pas une paix factice. Ça, j'insiste. Alors, vous avez fait allusion à, à la violation de la Constitution. Non, je n'ai pas l'impression, madame, le mot est trop fort. Je n'ai pas l'impression d'avoir violé la Constitution. Je suis guidé, vous devez le savoir, je suis guidé par un seul idéal. Pour moi, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Pour moi. Et en tant que chef de l'État, je crois que je suis le mieux placé pour observer et comprendre où est le salut du peuple. Et en ce moment, vous êtes témoin, vous entendez les questions de vos confrères. Le pays fait face à une situation particulière. Mais il n'y a pas que la situation sécuritaire. Il y a d'autres éléments. Je parlerai par exemple de la situation financière. Dans quelques mois, nous allons terminer la revue du dernier programme avec le FMI, la 6e revue. Mais c'est un moment historique et hyper important pour la République démocratique du Congo. Et vous voulez qu'en ce moment, parce qu'il y a eu un règlement que je ne critique pas, que je ne condamne pas, à l'Assemblée nationale, qui exige au ministre de se déterminer dans les 8 jours, vous voulez que nous mettions le pays en difficulté, dans une situation de fragilité, par rapport à la situation sécuritaire, par rapport à la situation financière, mais il y en a d'autres, même la budgétaire, parce que le budget qui va être voté en fin d'année, c'est maintenant qu'il commence à se préparer. Et il y a plein d'autres éléments comme ça que je peux... La situation diplomatique, parce que notre VPM Affaires étrangères et son adjoint, le vice-ministre, sont tous les deux élus, ils doivent partir. Mais nous avons un front diplomatique sur lequel nous sommes déployés. Vous voulez qu'on mette tout ça en question parce qu'il y a eu un règlement... mais non, j'ai demandé conseil aux juristes. On m'a dit qu'il y a aussi l'article 110, je pense, de la Constitution, qui stipule que lorsque le Premier ministre dépose son gouvernement, il expédie les affaires courantes immédiatement après. C'est ce que je lui ai demandé. Et je tiens à préciser ici, pour rassurer nos téléspectateurs, l'opinion nationale, qu'il ne sera pas question de toucher 2 émoluments. Hors de question. Ceux qui restent au gouvernement, ils se font remplacer à l'Assemblée nationale par leurs suppléants. Pendant ce temps, jusqu'au moment où il y aura un nouveau gouvernement, si ce nouveau gouvernement est là, ceux qui seront retenus demeurent dans leur mission, les autres retournent à l'Assemblée nationale et ce sera à cette dernière de régler le problème avec les suppléants qui étaient là. Mais il n'est pas question de toucher 2 émoluments. Les ministres qui restent, tous vont rester là. Ils vont rester et toucher leur traitement de ministre. Donc ça, je tenais à le dire, parce que c'est plus ça qui me préoccupe. Le reste, c'est, j'allais dire, du juridisme. Bon, je laisse aux juristes le soin d'en discuter. Moi, ma mission, elle est de protéger le peuple, de protéger le sol congolais, et c'est à ça que je m'acquitte. Le reste... Voilà, on va prendre la question de Patrick Bomboka. Vous parlez de budget, vous parlez d'économie. Et puis ce sera Pichou Moulumba, puis Christian Lusakweno. Allez-y, s'il vous plaît. Merci pour la parole, Monsieur le Ministre. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Après la renégociation du contrat chinois, la République démocratique du Congo a pu arracher 7 milliards de dollars qui devraient être investis comme annoncé dans les infrastructures. Bien sûr. Mais on aurait constaté que depuis la signature de ces contrats mines contre infrastructures en 2008, le taux d'absorption de ces milliards disponibles est toujours très faible. Alors comment s'est rassuré cette fois-ci à la fois de la bonne gestion et de la bonne affectation de ces ressources? D'abord parce que nous avons commencé à renégocier. Donc ça, c'est déjà la preuve qu'en tant que patriote aimant ce pays,
quand nous avons examiné ce qui avait été fait avant nous, nous avons constaté que c'était très mal fait et au désavantage de la République. Secondo, lorsque, malgré tout, ça a quand même été fait, c'est-à-dire de l'argent a été décaissé, je crois qu'on est presque à 1 milliard seulement de la part de... Eh bien, cet argent n'a rien fait. Est-ce que vous voyez des infrastructures grandioses, vous, dans ce pays? Non. Mais ça a fait la richesse de certaines personnes qui, pour la petite histoire, je vais vite dire ici, sont aujourd'hui dans l'opposition en train de s'organiser, même pour certains, pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Voilà à quoi a servi cet argent. Mais bon, on en parlera peut-être à une autre occasion. Le travail est pour le moment fait par nos services de renseignement. Donc là, je voulais dire que nous avons revu les choses, nous les avons rééquilibrées dans un contexte gagnant-gagnant. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que ce qui va se passer sera immédiatement profitable à la République parce que nous avons même mis une institution qui discute avec SICOMINE et qui va avoir les études nécessaires, parce que vous avez parlé d'absorption, évidemment. Comment est-ce que vous voulez qu'on absorbe des montants ou des fonds déjà désignés, préparés, s'il n'y a pas de projet fiable avec études faites pour que l'on entame évidemment les réalisations? C'est ça que nous sommes en train de faire, que nous avons fait, que nous sommes en train de faire. La CGT, par exemple, l'Agence congolaise des grands travaux, dispose, d'ailleurs je dois recevoir son DG dans les jours qui viennent, dispose de beaucoup d'études. Et l'autre institution, dirigée par Freddy Chembo, dont j'oublie, qui est assez compliqué comme ça, le directeur général Chembo, qui, elle, est en pourparlers avec SICOMINE, est aussi là pour l'accompagnement. Donc, nous sommes cette fois-ci parés pour encadrer cet argent, parce qu'il y a l'IGF, ce chien méchant là qui aboie à la moindre bêtise. Donc, voilà, nous avons tous les instruments nécessaires qui vont faire que nous allons destiner cet argent à ce pourquoi il a été levé. Donc, les réalisations se feront, soyez tranquilles. Et c'est dans les mêmes esprits, Excellence Monsieur le Président de la République, qu'on a pu obtenir 2 milliards, je pense, du contrat des TFM dans les différentes discussions qui sont en cours, qui viendront en appui. Ça, c'est toujours dans le cadre de la revisitation, si je puis l'appeler ainsi, de tous ces contrats qui ont été faits un peu à la légère à l'époque, sans tenir compte de l'intérêt de notre pays. Et là, nous voulons et nous avons refait les choses autrement et elles vont se passer effectivement autrement. Voilà, on va prendre la question de M. Pichu Mulumba. Nous avons encore, Monsieur le Président, une bonne dizaine de minutes. Oui, ça va, je suis à votre disposition. Ok, bon, on ne va pas en abuser. Allez-y, Monsieur Pichu Mulumba. Excellence, Monsieur le Président, je reviens sur vos premiers mots à l'entame de ces briefings. 32 jours après votre prise de fonction, vous brûlez d'impatience de démarrer, vous l'avez si clairement dit. Nous nous rendons compte de la mise en place de la majorité avec la mission en cours de l'informateur. Il est évident que vous disposerez d'une large majorité, mais justement, dans cette large majorité, se dessinent déjà plusieurs ambitions et vous êtes appelés à les départager. Est-ce que vous avez déjà aujourd'hui les profils de l'oiseau rare pour la primature, cet oiseau rare qui sera à la tête du prochain gouvernement pour matérialiser votre vision et surtout consolider les acquis du mandat précédent? Vous êtes plus pressé que moi. J'ai nommé un informateur par respect pour sa personne et le travail qu'il fait, remarquable jusqu'ici. J'attendrai qu'il me fasse le compte-rendu de sa mission. Et ce que je vous promets de faire, c'est d'immédiatement après désigner un formateur. Ça, vous êtes... Un formateur. Un formateur, pas un informateur, parce qu'il y en a déjà un. Dès que l'informateur termine sa mission et qu'il m'en fait le compte-rendu, immédiatement après, je désigne le ou la
Il veut aller dans les pouvoirs discrétionnaires du président de la République. Soyez un peu patient. Non, mais ne soyez pas pressés. Moi, je ne le suis pas. Les ambitions, ça ne me fait pas peur. C'est tout à fait inhérent à la vie politique. On ne vient pas en politique pour se positionner simplement. On vient parce qu'on a un rêve, on a un idéal, on a des ambitions et c'est tout à fait légitime de les avoir. Ça ne doit pas faire peur. Nous avons une grande majorité, comme vous l'avez dit. Tout le monde ne jouera pas le même rôle, tout le monde ne jouera pas les premiers rôles, tout le monde ne sera pas ministre, tout le monde ne sera pas DG. Quoique, bon, DG, j'aimerais vraiment qu'on commence à réfléchir à dépolitiser l'administration. Mais enfin, voilà. Donc, l'essentiel ici, c'est de faire avancer le pays. Voilà, Monsieur Christian Doussa-Koueno. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur le Ministre, merci. Bonsoir, Christian. Alors, ma consoeur Élisée Odia a presque vidé la question. Vidé ma question, mais bon, puisque vous nous avez permis de rebondir, je voudrais parler de l'alinéa 9 de la Constitution, en son article 110, que vous avez cité, qui parle de la fin ou de la suspension du mandat du député. C'était pas ma question, mais je vais la poser avant de me poser la question que je voulais poser, qui fait suite aussi à celle qu'a posée le journaliste précédent. Y a-t-il un acte juridique qui permet à ces députés de suspendre leur participation à l'Assemblée? Entendez, avez-vous signé une nouvelle ordonnance? Non. Ça, c'est pour l'article 110. Non, je vous dis non déjà, je n'ai pas signé d'ordonnance. Maintenant, ma question, c'est... Christian, vous voulez faire du juridisme? C'est pas, j'ai aucun souci ou aucune volonté dans mon chef de faire du juridisme, mais la République démocratique du Congo est une situation où elle nécessite que celui qui va prendre les rênes du gouvernement soit déjà bien au fait de ce qu'il va faire. Selon nos informations, l'informateur devrait vous déposer sa copie ce week-end. Vous dites que vous allez désigner le Premier ministre dans la foulée. Alors, non, le formateur. Le formateur qui risque d'être le Premier ministre dans la foulée. devenir Premier ministre ou pas. Est-ce qu'on aura le Premier ministre ce week-end? Le formateur, oui. Si l'informateur m'apporte sa copie ou son rapport ce week-end, oui, le formateur sera désigné le lundi. Qui est déjà connu par vous, donc? Non, peut-être pas. Peut-être pas. J'ai l'impression que le journaliste veut sonder le cœur du président de la République. Vous voulez devenir Premier ministre, Christian? Vous en avez l'ambition? Pour revenir à ce que vous dites, Christian, moi, je n'aime pas les débats juridiques, les débats de juristes, j'en suis pas un. C'est pour ça que c'est très compliqué de rentrer là-dedans. Je crois que la Cour constitutionnelle s'était prononcée par rapport au, comment on a appelé ça? Au règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui parlait des 8 jours. Et là, elle avait raison. Dans les 8 jours, c'est le règlement de l'Assemblée, c'est celui qui existait, on n'a pas à le juger, il est comme ça. Mais moi, j'ai regardé plutôt l'article 110 de la Constitution qui permet au Premier ministre de remettre sa démission et d'obtenir du président de la République l'expédition des affaires courantes. C'est ça qui m'intéressait, cet aspect-là qui m'intéressait, parce que j'ai une nation à sauvegarder. Alors, pour que ça ne se fasse pas dans l'abus, c'est-à-dire qu'il y en ait qui mangent au gouvernement et qui mangent à l'Assemblée nationale, on a dit, OK, les suppléants s'occupent de chauffer le siège pendant que les ministres sont au gouvernement pour continuer leur travail. Parce que j'ai besoin qu'un pont soit mis entre ce gouvernement sortant et celui qui viendra après. Nous avons des dossiers hyper importants, hyper sensibles, que nous ne pouvons pas attribuer comme ça à un ministre, parce que s'ils partent comme ils allaient partir, on aurait des ministres qui ont 4, 5, 6 portefeuilles. Comment ils vont faire pour éplucher tous ces dossiers, même s'ils ont les meilleures équipes qui soient? Comment ils vont faire dans ce temps, dans ce laps de temps? C'est très dangereux. Moi, j'ai regardé la stabilité de mon pays, les responsabilités qui sont les miennes à sauvegarder, à veiller à ce que la nation continue de tourner normalement, sans difficulté. Et c'est ça ma priorité, le salut du peuple. Pas le débat juridique. Je laisse ça aux juristes
Et je n'ai pas du tout la sensation ou le sentiment d'avoir violé la Constitution. Voilà, merci M. Lusakwe. On va prendre M. Christopher Ochokoum. Merci Monsieur le Ministre et bonsoir Monsieur le Président de la République. C'est votre première interview, on va le dire, depuis votre discours d'investiture. Oui. Il y avait beaucoup de phrases qui ont marqué les esprits, notamment celles évoquant les erreurs du passé que vous ne comptez plus refaire lors de ce nouveau mandat. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques exemples, c'est que étaient ces erreurs du passé que vous ne comptez plus refaire, et aussi nous dire comment vous comptez réaliser vos 6 engagements que vous avez annoncés au Congo tout entier. Comment vous comptez réaliser les 6 engagements, les 6 engagements de votre programme au peuple? Bon, vous savez, toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Donc déjà, quand vous partez de ce principe, vous comprenez que dans l'œuvre humaine qui a été le mandat de 5 ans que les Congolais m'avaient donné, il y a eu des imperfections. C'est à ces imperfections-là que je faisais allusion et que je ne veux plus voir se reproduire. Maintenant, c'est à vous, observateurs attentionnés, le jour où on se retrouvera, soit dans une interview ou au coin d'une rue, de me dire « Ah, Monsieur le Président, vous aviez dit il n'y aurait pas d'erreur. Durant votre premier mandat, il y avait telle erreur que nous retrouvons dans le second mandat. » Et là, nous en reparlerons. Mais je ne vais pas ici étayer le nombre d'erreurs parce que, bon, c'est pas assez pratique de le faire. Et quant aux 6 axes de votre programme, comment oui, mon programme, c'était d'abord, je vous le rappelle, hein, parce que bon, peut-être pour une meilleure compréhension de l'opinion, d'abord il y avait l'emploi. La création d'emplois, nous y travaillons. Nous y travaillons avec les institutions qui sont là, qui ont été mises en place pour ça, le FOGEC, la PRODEC, nous avons l'ONEM, nous sommes en train de le faire. Évidemment, c'est pour ça que je parlais d'impatience de me mettre au travail, parce que les idées sont là, les institutions sont là. J'ai beaucoup soutenu, et je continue de le soutenir d'ailleurs, le directeur général de la RSP, qui fait un travail remarquable, celui d'obtenir la sous-traitance pour les Congolais. Et il y a beaucoup de milliards qui échappent à la République qui devraient revenir à des entrepreneurs congolais. Nous sommes en train de travailler sur tous ces dossiers, mais le moment venu, on va pouvoir délivrer. J'avais parlé de pouvoir d'achat, j'avais parlé de la sécurité, sécuriser les populations, sécuriser les frontières du pays, sécuriser le territoire national. J'avais parlé de la diversification de l'économie. Aujourd'hui, nous mettons plus l'accent sur l'agriculture. Là aussi, il y a beaucoup de choses à faire. J'attends la mise en place du gouvernement pour y aller, donc, dans le programme de la transformation agricole qui va générer beaucoup d'emplois, beaucoup d'argent pour la République. On a parlé de l'accès aux services de base parmi mes engagements. Eau, électricité, logement, ça aussi, nous avons besoin de travailler dessus sur des projets concrets de construction de logements et continuer ce que nous avons commencé avec l'agence de développement de l'électricité rurale, l'ANSER. Nous avons donc déjà commencé un travail pendant mon premier mandat qui doit continuer. Nous devons doter tous les coins et recoins de la République d'énergie, eau et électricité, avec le programme des 145 territoires, de développement des 145 territoires. Nous sommes sur justement ce chemin de doter tous nos territoires, à toutes nos populations en tout cas, de moyens, routes et énergie qui leur permettraient d'assurer eux-mêmes leur propre développement. Enfin, l'administration. Vous savez que ça, c'est un très très gros problème pour la République démocratique du Congo et même pour tout pays qui ambitionne d'être bien gouverné. Il faut que son administration soit solide. Et là, nous avons eu un extraordinaire ministre de la fonction publique qui nous travaille dessus, Jean-Pierre Liaou, pour ne pas le citer, qui a fait un travail remarquable et qui, j'espère en tout cas, pourra
continuer ce qu'il a commencé de si fort belle manière. Donc voilà comment nous comptons donc mettre... En voilà un qui sera heureux ce soir, Monsieur le Président de la République. Merci. Ben, ça ne dépend pas de lui ni de moi. Enfin, ça dépendra des calculs politiques. Je rappelle, malheureusement, je vous avais dit en liminaire que nous ne pourrons pas prendre les questions de tout le monde. C'est un premier exercice. Il y aura plusieurs autres parce que le Président de la République a montré qu'il était particulièrement attaché à la redevabilité. Donc nous allons prendre les 2 dernières questions. Il y en aura une, je pense, sur le sport pour terminer cet exercice. Bon, Marius, vous êtes là. On prendra sûrement le doyen Kibambi et puis nous terminerons avec la question de M. Bopema. Allez-y, M. Marius Munga, s'il vous plaît. Bonsoir, Monsieur le Président. Marius, bonsoir, ça va? Je pense que je vais revenir un tout petit peu sur la sécurité. Et essayez de nous éviter que le Président puisse se répéter, s'il vous plaît. Pardon? Essayez de nous éviter que le Président puisse se répéter. Il faut poser une question qui n'a pas encore été posée. Non, ça n'a pas été posé. Monsieur le Président, lors de la campagne, vous avez sorti un mot qui a fait jaser après. Beaucoup de Congolais, je pense, moi notamment, avons appris ce mot ce jour-là. Vous avez parlé de à la moindre escarmouche. Vous attaquez le Rwanda et depuis, on a vu qu'il y a eu un défilé diplomatique vers vous. La question, c'est de savoir, est-ce que vous avez renoncé à cette motivation de la moindre escarmouche ou vous avez été dissuadé de ne pas le faire? Belle question. D'abord, je voudrais attirer votre attention sur le fait que les gens ont retenu escarmouche parce que c'était peut-être un mot sorcier. Mais il ne faut pas oublier le contexte dans lequel il y aurait réaction à cette escarmouche. Donc il faut d'abord commencer par avoir les 2 chambres. On fait la guerre selon la Constitution. On la déclare que lorsqu'on a réuni les 2 chambres et reçu le mandat de ces 2 chambres. Et puis, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, je peux vous le dire, je suis un observateur privilégié de ce qui se passe, ne me permet pas de mettre en pratique ce que j'avais dit. Pas parce que je ne peux pas ou ne veux pas, mais parce que tout simplement, il y a suffisamment d'initiatives qui font que observer la paix est une attitude beaucoup plus sage que de se mettre en posture de guerre. Il y a par exemple l'initiative du président João Lourenço. Je vous dis que le mardi prochain, je serai le premier à lui rendre visite avant qu'il ne reçoive le président rwandais. Il y a l'initiative du président de la communauté économique d'Afrique de l'Est, pas économique, le président Salva Kiir, qui a la présidence en exercice pour le moment de notre organisation régionale, qui va venir à Kinshasa et après aller aussi à Kigali, Bujumbura, etc. Donc, il y a l'initiative américaine. C'est pour ça que j'ai insisté au début pour dire qu'il ne faut pas vilipender forcément les États pensant qu'ils ont pris fait et cause. Il faut faire très attention. Ce n'est pas toujours visible, les efforts comme ceux-là, mais ils sont d'une certaine efficacité. Et ici, ma priorité à moi, comme je l'ai dit, c'est la paix. Je la veux, la paix. Je veux la paix définitive pour mon pays et mon peuple. Et pour ça, je suis prêt à accepter de mettre entre parenthèses mes velléités belliqueuses, si elles doivent sortir en moi. Donc je les mets d'abord en pause parce que je veux donner la chance à la paix. Si on peut obtenir cette paix de manière, pas par la guerre, j'allais dire, avec des méthodes non guerrières, mais je signe des 2 mains pour l'avoir. Mais maintenant, s'il faut faire la guerre pour avoir la paix, je signerai aussi des 2 mains. Ça, il n'y a pas de problème.
Et l'Assemblée nationale et les Sénats seront consultés les moments venus pour donner leur avis. On va prendre la question de Kibambi Chintois. Je l'ai vu, Kibambi Chintois. Et puis, on prendra une question en lingala. C'est lingala, ce sera la fin.